Je travaille dans une structure qui s'appelle Agrotransfert. Je suis chargée de mission responsable de questions sol et agrosystème. Je m'occupe de fertilité des sols plus généralement. J'ai même eu un passé d'enseignant à un moment donné à Clermont-Ferrand sur ces sujets-là. Mon intervention, je l'ai préparée bien sûr avec des collègues, Vincent Thomis et puis nos collègues des chambres d'agriculture, et également avec le bénéfice de Claire Chenu m'a laissé quelques-unes de ses diapos, Bénédicte Autré qui vient de soutenir sa thèse, je vous parlerai un petit peu de son travail tout à l'heure. Je les remercie, des gens de l'INRA d'Infosol aussi qui m'ont prêté des supports. Alors, pour faire un petit tour du côté d'Agrotransfert, c'est une structure qui finalement est originale en France parce qu'on est... Oui, non, voilà, c'est bon. Pardon. C'est une structure qui est originale en France parce que on n'est pas très... Enfin, elles ne sont pas très nombreuses, ces structures-là, qui font le pont au niveau régional entre les inventions des chercheurs, de l'INRA en particulier, en agronomie, et puis les questions des agriculteurs, les questions de leurs conseillers, des chambres d'agriculture en particulier. La structure Agrotransfert, elle a été créée il y a plus de 25 ans maintenant, à l'initiative de l'INRA, de Jean Boiffin, exactement, hein, qui était responsable de la station agronomique, enfin de l'INRA à Laon, à cette époque-là, et par les chambres d'agriculture de la région Picardie, et avec le soutien du conseil régional. Et ce soutien ne s'est jamais démenti depuis, et on a maintenant le soutien du conseil régional élargi des Hauts-de-France pour travailler à la transmission d'informations venant de la recherche pour répondre aux questions des agriculteurs, mais surtout aussi pour traduire auprès des chercheurs les questions du terrain. Et de plus en plus, ce sont les agriculteurs qui nous demandent eux-mêmes directement d'intervenir auprès d'eux, auprès des groupes qu'ils forment également dans la région. De plus en plus d'agriculteurs sont intéressés par l'agriculture de conservation, bien qu'on soit en Picardie. De plus en plus d'agriculteurs, de plus en plus par l'agriculture biologique, même si nous sommes encore, on n'est plus en dessous de 1%, mais entre 1 et 2% chez nous. C'est pas comme dans le Gers, hein. Mais ça progresse. Et les questions progressent sur le terrain. Les questions d'agronomie n'ont jamais été aussi prégnantes sur le terrain. Donc une structure de transfert qui a été créée pour traiter les questions localement, à la façon d'un institut technique, mais pas centrée sur une filière, centrée sur des questions qui sont plus transversales à l'exploitation, voire transversales au territoire. Alors, la région Hauts-de-France, c'est une région de grande culture essentiellement, où l'élevage est concentré dans 3 coins de la région, mais l'élevage, comme partout, est en train de diminuer beaucoup. Et la région est surtout caractérisée par des grandes zones de sols profonds, fertiles, avec des réserves hydriques importantes, et qui a permis le développement de grandes cultures industrielles comme la betterave, la pomme de terre, qui ne cesse de progresser d'ailleurs. Le plan sucre, c'est 20% de surface de betterave en plus. Les pommes de terre, cette année, il y a eu énormément de surface supplémentaire avec des spécialisations des exploitations et des légumes. Des types de cultures. Bien sûr, les céréales, vous le voyez sur le graphique, ça représente quand même 50% des surfaces. Surtout du blé, mais aussi céréales secondaires. Mais pommes de terre, betteraves, légumes, ça représente quand même 15% de la SAU de cette grande région. Ce qui fait aussi des systèmes de culture qui peuvent être assez contraignants pour les sols, à différents égards, et notamment pour la matière organique. Alors moi, je suis arrivée à Agrotransfert en 2004 pour traiter une question sur la gestion de l'état organique des sols, à la demande des chambres d'agriculture, et pour valoriser aussi des travaux qui se faisaient depuis assez longtemps à la station agronomique de l'Aisne, dans le département de l'Aisne et à l'INRA. Donc ce sont nos partenaires fondateurs, INRA et Chambre d'agriculture, qui ont demandé à ce que ce projet se conduise. Il a été conduit entre 2004 et 2011, c'est-à-dire des projets de long terme. C'est aussi notre principe, ce qui permet de traiter les questions de façon assez approfondie et d'aller vers l'innovation véritablement, c'est-à-dire porter les nouvelles connaissances et les nouveaux outils directement dans les mains de ceux qui vont les utiliser, en s'assurant, en les mettant autour de la table, en travaillant avec nous, que ces outils vont vraiment être utilisés et utilisables dans leur contexte. Alors les questions qui étaient à l'origine de ce projet venaient des agriculteurs et venaient des conseillers. Déjà, les agriculteurs se posaient des questions sur les matières organiques chez eux, dans leurs exploitations, dans leurs parcelles.
Est-ce que, pardon, est-ce que donc des liens avec l'état des sols, battance, érosion, ça c'est des problèmes que vous connaissez d'après ce que j'ai cru comprendre, mais que nous connaissons sur à peu près toutes les surfaces cultivées. Hein. Les sols sont essentiellement limoneux dans notre région. Et qui dit limon dit faible taux d'argile ou trop faible taux d'argile pour résister aux pluies et résister donc aux phénomènes qui dégradent la surface des sols. Et donc ce sont des problèmes importants que les agriculteurs connaissent. La bonne teneur, c'est quoi? Ça reste une question, vous verrez, elle reste quand même entière, mais on peut s'y attaquer d'une certaine manière qui n'est pas forcément quantitative mais qualitative. Et bon, et toutes les questions qui vont avec, comment choisir des amendements. Et puis cette question, elle est venue aussi du fait d'une pression croissante venant de la société, des discours catastrophiques qui nous viennent des États-Unis ou plutôt même d'Amérique latine, où les sols sont en effet, dans un certain nombre de cas, relativement dégradés, mais avec des conditions climatiques qui ne sont pas les nôtres. Hein, mais bon, bref, le discours il est quand même passé outre l'Atlantique et inquiète les agriculteurs. Donc ils ont des inquiétudes à avoir, mais peut-être pas de la même manière que les Brésiliens, par exemple. L'incitation aussi à répandre des produits organiques est de plus en plus forte, même si on n'est pas une région très urbanisée, mais on a quand même en voisin dans le sud toute la région parisienne et dans le nord toute la conurbation de l'île. Et puis les grandes questions planétaires sur l'effet de serre et le stockage du carbone par les sols qui est très actuel. Alors ce projet, la première question que je me suis posée quand on m'a demandé de le monter, de le conduire, je me suis dit matière organique c'est très flou comme notion. D'abord on ne peut pas facilement observer les choses, on ne sait peut-être pas le faire. Et on peut aussi laisser la porte ouverte à tout un tas de discours, on l'a bien vu, des discours catastrophistes, où on en est, c'est pas facile à mesurer. Ce sont des phénomènes qui se déroulent sur du temps long. Et pour voir une évolution de l'état organique du sol, il faut prendre son temps et savoir bien regarder. Et c'est pas forcément facile. Du coup, il y a aussi un certain nombre de structures qui se baladent sur le terrain pour vendre un tas de choses aux agriculteurs, sous prétexte qu'effectivement leurs sols sont dégradés, ou vont se dégrader, ou sont morts, ou on entend tout un tas de choses. Je me suis dit, première chose à faire, et avec le groupe Sol et Matières Organiques des chambres d'agriculture, il y a des points sur les i à mettre, et il y a des connaissances à apporter. Et on a développé un petit memento, Sol et Matières Organiques, vous pouvez trouver en tapant ça, memento Sol et Matières Organiques sur Internet, il est libre d'accès, pour faire un petit abécédaire de toutes les notions qui tournent autour de matières organiques et qui permettent de mieux savoir de quoi on parle. D'abord, savoir de quoi on parle. Ensuite, bien sûr, on m'avait demandé de venir là aussi pour développer des outils, aider à la décision, pour savoir piloter l'état organique des sols. Je l'ai dit, c'est à long terme. Du coup, les décisions qu'on prend aujourd'hui et les systèmes de culture qu'on met en place aujourd'hui, ils impactent le long terme, mais on n'est pas capable de mesurer au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, ce qui se passe, pas forcément. Et donc, on avait à développer notamment un outil de prévention, de prévision, de prédiction de l'évolution de l'état organique des sols, grâce au modèle développé par la recherche. Ça donne tout le sens des types de projets agrotransferts. Et à partir de ça, une démarche de conseil. Donc ces outils, c'est à la fois savoir déterminer l'état organique du sol aujourd'hui, quels sont les stocks, c'est pas si facile à calculer proprement, savoir les suivre, ces stocks, et savoir anticiper l'effet des pratiques à long terme. Alors, j'ai dit, commençons par les connaissances. Les matières organiques, c'est quoi? Alors, je ne vais pas tout vous apprendre là-dessus, je ne sais pas tout, loin s'en faut. Il y a encore énormément de choses à découvrir. Et tous les projets qui se développent en ce moment autour de la notion de 4 pour 1000 qui a été lancée par le précédent ministre de l'Agriculture, aident à développer énormément de recherches pour aller plus loin dans la connaissance. Moi, je vais m'en tenir à quelques notions assez générales. Déjà, la matière organique, c'est quoi? C'est avant tout, c'est du carbone. Au moins à peu près à 50%, environ à 50%, c'est du carbone. Alors en cours, vous avez certainement appris matière organique et CHON, les éléments carbone, hydrogène, oxygène et azote pour l'essentiel. Ben voilà, c'est ça. Mais à 50% du carbone. C'est pour ça qu'on va parler beaucoup de carbone aujourd'hui, je pense. Des molécules plus ou moins complexes, plus ou moins récalcitrantes à la décomposition, plus ou moins disponibles aussi pour les micro-organismes. Alors, une notion aussi, il n'y a pas de sol véritable sans matière organique. Un sol, ça se crée à partir d'un matériau minéral.
L'exemple le plus parlant, c'est la coulée de lave, qui est vraiment une quantité de minéraux qui viennent du fond de la Terre, qui arrivent en contact avec l'atmosphère et qui petit à petit va être colonisé par des organismes vivants et qui petit à petit, ces organismes vivants vont développer justement un sol à partir de ces matériaux minéraux et uniquement minéraux au départ. Ce sont des organismes pionniers au départ, comme les lichens. Un lichen, c'est l'association entre une algue qui est capable d'aller chercher le carbone dans l'air en faisant de la photosynthèse, et un champignon qui, lui, est capable de pousser du mycélium dans l'infractuosité d'une roche pour aller chercher des minéraux. Et avec cette association, petit à petit, bien, en fait, on fait rentrer du carbone, de la matière organique, dans un milieu qui est uniquement minéral, à la faveur des phénomènes naturels de fractionnement de la roche progressivement. Et là, petit à petit, il y a la vie qui rentre dans ce sol. Et puis, petit à petit, ça crée un milieu qui est favorable pour l'installation d'autres plantes, des plantes à rosette, par exemple. Et petit à petit, la partie enrichie en matière organique s'épaissit et accueille de plus en plus d'organismes et des plantes dites supérieures. Un sol se crée petit à petit. Voilà. Donc, pas de sol sans matière organique. La matière organique dans le sol, c'est un des éléments constituants du sol, avec l'air et l'eau, puisqu'il faut de la porosité pour qu'un sol soit accueillant pour la végétation. L'eau, la végétation en a besoin, l'air aussi. Et par exemple, toute la porosité créée par les vers de terre ou créée par les racines ou créée par même la microbiologie du sol est capitale pour le bon fonctionnement d'un sol. Alors, dans ces fractions solides, la matière organique, ça correspond selon les milieux, selon qu'on est sous une prairie ou dans une parcelle qui va être cultivée depuis l'époque romaine. C'est le cas dans beaucoup de nos surfaces agricoles chez nous, en Picardie notamment. Eh bien, on aura ou en parcelle de vigne aussi, de 1 à 10, voire 20% de matière organique. Sous prairie, dans les premiers centimètres, on peut avoir ça. Mais bon, c'est plutôt situé entre 1 et 10%. Et puis dans ces 1 à 10% de matière organique, il y a une fraction qui va être relativement stable, c'est-à-dire qui va évoluer sur le long terme. C'est l'humus, ce qu'on appelle l'humus. Et puis une partie qui est plus active, 10 à 30%, ça dépend vraiment des milieux où on se trouve. Et dans cette fraction active, elle est composée de matière organique facilement décomposable et de tous les organismes vivants du sol, avec un petit panorama qui va des champignons, sont très importants, et les bactéries, mais également la faune du sol qui, ici apparemment, ne correspond pas en masse forcément à ce qu'il y a de plus important. Des toutes petites bêtes, entre guillemets, pèsent beaucoup dans la vie du sol. Alors, un sol, ici j'ai pris un exemple qui est donné par Bruno Marie, donc chercheur à l'INRA Langue, spécialiste du carbone et de l'azote dans les sols. On a pris un exemple d'un sol limoneux, donc très présent dans nos régions, où il y a à peu près 40 tonnes de carbone. On est en carbone, pour la matière organique, vous multipliez à peu près par 2, un petit peu moins de 2. Donc on est entre 70 tonnes de matière organique, mais 40 tonnes de carbone organique dans un sol limoneux de chez nous. Et vous voyez qu'à 90%, c'est de l'humus. Et puis le reste est occupé par des organismes vivants, des résidus frais, environ 0 à 10%, des résidus un peu plus évolués, 5 à 10% aussi. Et ces différentes fractions de la matière organique ont des temps de résidence dans le sol, des temps de décomposition qui sont très variables. L'humus, c'est 30 à 1000 ans, ça veut dire que dans l'humus, on peut aussi avoir des compartiments différents, donc c'est assez compliqué tout ça, c'est assez riche, mais c'est compliqué. Et les fractions décomposables, elles, ne sont pas associées à la matière minérale du sol, elles sont libres encore, et la matière vivante, eh bien, ce sont les résidus de culture, par exemple, et tous les organismes vivants. J'ai repris une diapo ici que Claire Chenu avait présentée dans un colloque à Colmar, pour montrer qu'il y a différentes mécanismes qui sont à l'origine du maintien sur le long terme des molécules de matière organique dans les sols. Soit ça vient de la matière organique elle-même. On parle beaucoup de biochar actuellement, il y a un certain nombre de développements de ces matières à apporter au sol, et il y a des études sur leur
leurs propriétés. Donc ça, c'est particulièrement stable. C'est pas totalement inerte, mais pas loin. Ensuite, il y a des matières organiques qui sont très complexées, qui sont difficiles à décomposer. On peut commencer par même des matières organiques naturelles, hein, des aiguilles de pin, par exemple. C'est très riche en alcaloïdes qui sont très difficiles à décomposer pour les micro-organismes du sol. Et puis, il y a les matières organiques qui sont adsorbées sur les surfaces des argiles, des colloïdes du sol. Donc, ça les rend plus difficiles à utiliser par la vie du sol. Et celles qui sont carrément englobées dans la matrice minérale, la matrice argileuse du sol. Ça ralentit la minéralisation parce que toutes ces matières organiques sont protégées. Hein, du coup, dans des zones où elles ne vont pas être très exposées à l'oxygène qui est nécessaire pour la biologie. Donc, les matières organiques du sol, comme le disait un chercheur, la persistance des matières organiques du sol, c'est une propriété de l'écosystème. Donc, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses et également du passé du sol. Hein, c'est une parcelle qui a été occupée par de la prairie ou par de la forêt ou qui est en culture depuis l'époque romaine, comme je vous le disais. Eh bien, la matière organique des sols ne sont pas tout à fait du même type. Elles n'ont pas le même non plus temps de résidence forcément. Elles n'ont pas le même turnover dans le sol. Alors, il faut bien parler du cycle du carbone, puisque c'est au cœur des matières organiques. Ça commence par quoi? Ça commence par le fait de capter le carbone qui est dans l'air. Les plantes absorbent très peu de carbone dans le sol. Il y a quelques molécules organiques fines qui peuvent passer la barrière des racines, mais ça c'est anecdotique. Bien sûr, l'essentiel du carbone entre dans le système par la photosynthèse, tout simplement. Donc les plantes puisent leur carbone dans l'air. Ensuite, ce sont à la fois du carbone qui va passer par les racines pendant la durée de vie de la plante. Il y a les exudats racinaires, on est en train de booster les recherches sur cette question-là, parce qu'on s'aperçoit que ça joue un rôle très important dans la vie du sol, dans le cycle du carbone dans le sol, donc pendant la vie de la plante, mais sinon, l'essentiel du carbone revient au moment où on récolte cette plante, au moment où on tue cette plante, où elle meurt, et par les résidus qui rentrent dans le sol, et qui vont y être progressivement enfouis, découpés en petits morceaux et décomposés par une kyrielle d'organismes vivants. Et les produits organiques qu'on apporte de l'extérieur suivent aussi ce chemin-là. Alors ensuite, il y a une phase d'une part de minéralisation rapide de cette matière organique fraîche. Alors, une partie est minéralisée et elle redonne rapidement du CO2 par la respiration des micro-organismes ou des organismes qui s'y attaquent. Et elle donne par ailleurs, ce qui n'est pas minéralisé, elle va alimenter le stock de matière organique stable, d'humus, du sol. Et ça, il va falloir distinguer dans la suite de mon exposé la minéralisation rapide, qui va vous donner non seulement du CO2 rapidement, mais aussi des minéraux disponibles pour les plantes dans le temps de l'année ou de l'année suivante, à peu près. De la minéralisation lente, qui est celle de la matière organique installée dans le sol, celle qui est là à long terme. Et là, c'est une minéralisation qui se fait sur des années, sur le long terme. Donc il y a un intérêt à la fois à alimenter le circuit de la minéralisation rapide pour fournir, dans un temps court, des éléments minéraux aux plantes, et également le circuit de la minéralisation lente, c'est-à-dire on alimente d'abord le stock de carbone du sol, de matière organique du sol, qui va progressivement alimenter cette minéralisation lente aussi, qui repasse dans le circuit des éléments minéraux. Donc en rouge, en orange, c'est le circuit du carbone, et en gris, c'est le circuit des éléments minéraux. Les deux sont intimement liés. C'est pour ça que carbone et azote, c'est intimement lié dans le sol. Et puis, il y a des sources de perte de perte de carbone aussi, qui ne sont pas négligeables. On a bien discuté avec mes hôtes hier soir sur les problèmes d'érosion que vous avez, vu les pentes que présentent les sols agricoles dans la région. Donc il y a une perte non négligeable de matière organique par la perte de sol, carrément.
hein. Ça existe aussi dans notre région à nous, les routes qui sont chargées de sédiments dans la période, surtout au printemps, et surtout au voisinage des cultures de pommes de terre. C'est pas négligeable non plus. Simplement, on s'y habitait un petit peu trop et on déconsidère ces pertes-là. Puis des pertes de carbone solubles mais qui sont dans nos régions et sous nos climats pas forcément très importantes. C'est beaucoup plus important en région tropicale. Alors, j'ai repris de nouveau une diapo de Claire Chenu parce que je la trouve toute simple et très parlante sur le rôle des matières organiques, les rôles des matières organiques dans les sols. On voit que, lié à la teneur en matière organique, à peu près toutes les fonctions qu'on considère ici, qui sont les fondements de la fertilité des sols, sur les 3 piliers chimiques, biologiques et physiques, la qualité des sols, finalement, la fertilité des sols augmente avec le taux de matière organique. Donc que ce soit la fertilité chimique, fourniture d'azote, capacité de rétention en cation, fertilité biologique, puisque c'est le gîte et le couvert pour tout ce qui vit dans le sol, fertilité physique pour des questions de réchauffement, bon ça j'en parlerai pas, mais il y a des recherches là-dessus assez actives à Montpellier notamment, rétention d'eau, vous en entendrez parler plusieurs fois dans la journée, et stabilité structurale, dont je parle tout de suite. Voilà, la croûte de battance. On peut lutter contre une croûte de battance en maintenant des taux de matière organique suffisamment élevés, c'est-à-dire un matériau sol riche en matière organique en surface. Ici, donc la croûte de battance, on voit ici que ça peut être préjudiciable à la levée d'une culture. Et quand on voit ça c'est une parcelle de betterave, l'agriculteur peut quasiment ressemer là. Et on sait ce que ça coûte. Et dans certaines régions, alors je parle de chez moi, en particulier, pour ne pas la citer, une région du Valois, par exemple. C'est la première formation que j'ai faite avec les gens de la Chambre d'agriculture dans le Valois. On a des teneurs en matière organique qui descendent en dessous de 1,5% assez fréquemment dans ces systèmes riches en pommes de terre, betteraves, légumes depuis des décennies, et où les agriculteurs, puisque l'élevage n'est pas très présent autour, ils ont des difficultés à se fournir en matière organique exogène pour enrichir leurs terres. Eh bien, les sols sont limoneux, donc faible teneur en argile. Là, on est plutôt à 12-15% de matière d'argile. Bien que ce soit des argiles de bonne qualité, ça ne suffit pas. En plus, on a fait des labours très profonds, soi-disant pour aller chercher l'argile en profondeur. On a surtout dilué la matière organique. Et voilà ce que ça peut donner. Et finalement, assez régulièrement, il ne faut pas exagérer, mais une fois tous les 10 ans, ça arrive. Et c'est quand même beaucoup, une fois de trop. Là, une photo assez parlante aussi, ça a été pris par mon collègue Vincent Thomis chez lui. Son oncle, donc, qui était éleveur laitier, lui avait la parcelle, de droite où il a apporté du fumier pendant toute sa carrière. Et il a repris une parcelle d'un voisin qui partait à la retraite, qui lui n'avait pas du tout fertilisé ses terres pendant des décennies. Et au moment d'un semis, alors on voyait un semis de betterave qui est une culture de printemps, ici une culture d'hiver, semée à l'automne, après une pluie, après l'implantation, la partie riche en matière organique par rapport à la partie pauvre en matière organique, on voit la différence. C'est parlant. Si on veut chiffrer maintenant, là, ce sont des travaux qui avaient été faits depuis un certain temps avec une méthode. Ici, on a la teneur en matière organique des sols qui a été mesurée sur un grand nombre d'échantillons de sols dans la région centre, des sols limoneux. Et puis, sur ces sols, des tests de stabilité structurelle ont été faits au laboratoire, consiste à mettre un échantillon de sol au contact de l'eau et puis d'agiter. Et on voit au bout d'un moment la taille des particules, des mottes qui restent dans l'échantillon. Et il y a une échelle en relation avec la taille de ces mottes, une échelle de stabilité structurelle, de résistance à la formation de croûte de battance qui a été établie. Bien sûr, il y a une relation croissante entre la teneur en matière organique et cette résistance à la battance, mais on voit surtout que dans ces sols-là, attention, on est dans ces sols-là, il faut atteindre quand même des teneurs assez élevées de 4% de matière organique pour arriver dans des zones où on n'a plus trop de choses à craindre de la battance. Et dans les sols qui sont labourés à même 25 cm, c'est pas facile que de remonter à partir de 2,5%, ce qui est assez courant dans les sols cultivés en France de ces régions, de monter à 4%, autant dire, je pense pas que ce soit toujours possible. Voilà. Sauf, bon, on le verra, à concentrer la matière organique en surface. Alors la matière organique, c'est aussi important des sols argileux, qui craignent pas en principe la battance et l'érosion de la même manière. Bon, on me dit que dans la région, ça peut être le cas quand même.
ça assouplit quand même les terres et ça permet de mieux les travailler, d'avoir une structure plus grumeleuse, plus intéressante, d'éviter aussi de former des lares, comme on le voit ici, trop facilement. Matière organique, c'est aussi, alors là, on passe à l'idée de la quantité de matière organique présente dans un sol, dans un volume de sol qui peut être présent sur la couche labourée, pour fournir de l'azote sur le long terme aux cultures. Là, on voit en fait une parcelle qui se dessine, où vraisemblablement il y avait un passé, peut-être en prairie ou en pressé, où on a enrichi la parcelle en matière organique pendant un certain temps, par rapport à des parcelles autour, où la végétation n'est pas aussi verte. Pour moi, je montrais en cours régulièrement l'exemple sur l'exploitation familiale. J'ai connu une parcelle qui avait une forme de L, qui était en prairie, qui a été retournée en 1993. Et on la voyait très bien de la route, cette parcelle. Et quand elle était en betterave, notamment, on voyait très bien le L se dessiner. Les betteraves étaient beaucoup plus vigoureuses. Et grâce à la fourniture d'azote dans cette zone-là que dans la zone périphérique de la parcelle qui n'avait pas été traitée de la même manière. Alors, relation aussi avec la teneur ou l'eau disponible dans le sol et matière organique. Là, je pense que d'autres intervenants vont en parler plus largement que moi. Relation croissante aussi. Donc, l'eau disponible diffère selon qu'on a affaire à un sol limoneux ou un sol argileux. Un sol argileux retient toujours plus l'eau, mais c'est croissant dans les deux cas. Disons que dans un sol argileux, la matière organique va aussi rendre l'eau plus disponible. Voilà. Alors, par rapport à la sphère biologique du sol, on a vu tout à l'heure de toute façon que c'est très important. Matière organique et biologie du sol, c'est intimement lié. L'un n'existe pas sans l'autre. Ça va se concentrer dans trois grandes zones du sol. La litière, quand on en a une, selon le milieu. La rhizosphère, et là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un milieu mal connu, mais qui est très important pour le fonctionnement du sol. Il y a beaucoup de ressources pour la biologie du sol qui en découlent et qui sont actuellement en cours d'étude renforcées, mais qui sont encore mal connues. C'est difficile à étudier tout simplement parce que c'est sous nos pieds, c'est non visible, hein, et ça évolue aussi, c'est complexe. Et puis il y a toute la sphère qui est occupée par les vers de terre, avec toutes les fonctions qu'on leur connaît. Alors, dans le sol ou dans la litière, là j'aime bien cette représentation qu'on trouve dans le livre de Goba que Quentin a cité déjà tout à l'heure, où on voit toute la coopération entre différents organismes du sol, des plus gros aux plus petits, pour décomposer ici une feuille. Il y a toutes les étapes, et à toutes ces étapes, c'est cette coopération qui fait que ça fonctionne, et qui s'est mise en place sur des milliers, des millions d'années même, hein, dans les sols. Donc je n'entre pas dans les détails. Ces organismes fragmentent, décomposent et enfouissent la matière organique dans les sols progressivement, si bien que d'une feuille visible, finalement, il en résulte au bout du compte beaucoup d'émissions au cours de la décomposition, des émissions d'éléments minéraux, hein, dans le milieu, bien sûr. On l'a vu tout à l'heure dans le cycle du carbone. Et puis petit à petit, la matière organique n'est plus visible et elle est de plus en plus intimement liée à la matière minérale du sol, ce qui la stabilise. Les vers de terre, leur importance, là, c'est un des spécialistes au niveau national, Daniel Cluzot, qui est prof à l'université de Rennes, qui est un grand spécialiste de la biologie des sols, hein, qui a développé une station à Paimpont pour étudier la biologie des sols, et qui est un spécialiste des vers de terre, et qui montre que, pour donner des chiffres, hein, une tonne de vers de terre, ça peut générer le brassage de 300 tonnes de déjection par hectare et par an. Alors ça peut, hein, c'est pas ça dans tous les sols quand même, hein, il faut qu'ils soient là aussi, ces braves bêtes. Naturellement, ça n'aime pas les sols sableux, par exemple, et puis les sols qui n'ont pas été enrichis en matière organique, souvent, ont appauvri aussi leur population de vers de terre. Et puis cette activité, elle se voit en surface, avec les turicules. Ceux d'entre vous qui sont en non-labour peuvent très régulièrement bien observer ces phénomènes-là, mais il faut savoir qu'il y en a une grande majorité aussi de ces turicules, de ces déjections de vers de terre qui structurent le sol en profondeur et qui emmènent aussi la matière organique en profondeur. Alors, j'ai parlé des plus gros, les vers de terre. Parlons aussi des plus petits. Je vous l'ai montré dans une des premières diapos.
les micro-organismes, qui soient des bactéries ou qui soient des champignons très très importants, les champignons dans le sol, et l'équilibre entre les deux, entre ces deux types de populations est quelque chose à rechercher, mais encore une fois, c'est assez mal connu et on n'a pas de référentiel qui permette de décider facilement actuellement. Mais la biomasse microbienne, qui comprend ces organismes-là, eh bien, et la teneur en matière organique, ce sont des choses qui sont intimement liées. Et la mesure de biomasse microbienne au laboratoire, vous voyez bien que ce n'est pas tout jeune, c'est Rémi Chausseau, Sabine Hou qui ont déjà travaillé là-dessus dans les années 90, ont déjà montré qu'il y avait une relation croissante et que la mesure de la biomasse microbienne peut être un indicateur de l'état organique du sol et de son fonctionnement aussi à d'autres égards. Alors, passons à des choses plus prosaïques et plus pratiques maintenant. Comment gérer l'état organique des sols? Comment le diagnostiquer? Il faut commencer par ça. Déjà, la notion de teneur, on en a un peu parlé. La notion de stock, on en a un peu parlé. De quoi on parle, encore une fois? Et les précautions à prendre pour les déterminer. La toute première étape, quand on veut parler de diagnostic d'état organique d'un sol, c'est de savoir l'observer. Observer la surface. On a parlé beaucoup de battance, d'érosion. Eh bien, un sol battant, un sol érosif, ce n'est pas un sol qui est en bonne santé. Alors attention, ce n'est pas un sol mort non plus, pour autant. Mais c'est un sol auquel il faut prêter attention et pour lequel il va falloir prendre des mesures pratiques de protection de la surface, ça c'est sûr. De toute façon, c'est la méthode la plus efficace. D'où les couverts permanents, mais ce n'est pas forcément facile à pratiquer pour tout le monde dans toutes les rotations. Mais ça, petit à petit, ça se développe. Mais également, essayer d'enrichir la surface en matière organique si on n'arrive pas à la protéger tout le temps. Observer aussi, fourniture d'azote, on le voit par le verdissement des cultures, facilité de travail du sol par rapport à la travaillabilité, etc. Ensuite, les autres outils, ce sont des outils qui passent par l'analyse de terre, on va en parler. Et puis, au niveau d'analyse de terre ou d'autres analyses, il y a aussi des choses en développement dans les laboratoires qui ne sont pas encore équipés de référentiels qui permettent de prendre des décisions facilement, mais c'est en marche. Alors, l'analyse de terre. Sur un butin d'analyse de terre, vous avez plein de choses. Et concernant le carbone organique, la matière organique, vous avez une teneur qui vous est donnée, alors je ne sais pas le pointeur, voilà, une teneur qui vous est donnée, mais sachez que c'est une donnée qui est calculée, celle-là. Ce qui est mesuré au laboratoire, c'est le carbone. On l'a vu, ça constitue l'essentiel des molécules de matière organique. Et ce qui est mesuré à côté aussi, c'est l'azote, mais alors ne confondons pas l'azote total. Quand on veut faire de la fertilisation azotée, on préconise de faire des reliquats. Des reliquats sortis hiver, là, c'est l'azote minéral que l'on mesure, sous forme nitrite et ammoniacale. Ici, dans l'azote total, il y a un peu de forme nitrite et ammoniacale, mais il y a surtout beaucoup de formes organiques. C'est-à-dire l'azote organique qui est associé au carbone dans la matière organique. À ne pas confondre, c'est l'azote qui reste longtemps, ça, dans le sol, pour l'essentiel. Donc, ces deux valeurs, ça sert à calculer le C sur N, qui est aussi un indice de bon fonctionnement du sol. Un C sur N qui est supérieur, généralement, on considère à 12 ou 15, on va considérer que c'est un sol qui n'a pas une bonne santé. Attention, je peux prendre quand même un exemple. Dans une région qui est toute proche de la vôtre, dans les Landes de Gascogne, le passé de ces parcelles, c'était des landes très acides, avec des ajoncs, de la bruyère, donc une végétation très très récalcitrante, et qui a du mal à se décomposer dans le sol et qui peut rester des milliers d'années. Donc il y a un matelas de cette matière organique qui ne se décompose pas beaucoup, qui a un C sur N très élevé. Mais dans les pare-feux où on a mis du maïs, si on est capable de suivre le carbone qui vient spécifiquement du maïs, ce carbone en C4 alors que ce qui s'est accumulé avant c'est en C3, du coup on sait faire la différence. Et le turnover de la matière organique venant du maïs, celui-là il est normal. Et C sur N, il n'est pas très élevé. Donc attention aussi à l'interprétation, c'est complexe. Mais en général, dans un sol cultivé depuis très très longtemps, le C sur N est significatif. Et s'il passe au-dessus de 15, c'est généralement qu'il y a des problèmes d'engorgement, de mauvaise évolution, voire de tassement profond du sol, ou un sol qui va être noyé très, très souvent. Voilà. Donc la teneur en matière organique, elle est calculée à partir de la teneur en carbone du sol, en appliquant un coefficient qui tient compte de la teneur en carbone de cette matière organique. On a vu que c'était voisin de 50%, en fait c'est un peu moins, et c'est plutôt 1,72 qui est utilisé, voire 2 dans certains laboratoires. Ça aussi, c'est pas évident.
de pas se tromper. Ensuite, on parle de stock. Donc la teneur, c'est une composition du matériau sol. Hein, il y a une certaine proportion du sol qui est faite de matière organique. Le stock, c'est une quantité. Dans un volume de sol donné, on a une certaine quantité de carbone, quantité d'azote, quantité de matière organique. Et c'est de ça qu'on se sert pour faire des calculs de quantité d'azote qui va être minéralisable et mise à disposition des plantes. Donc ça se calcule en tenant compte de la masse de terre à laquelle on s'intéresse. Donc on tient compte de la profondeur de travail du sol, la plupart du temps, hein, c'est ça qui sert de repère, et de la masse de terre présente sur un hectare. En tenant compte aussi du fait qu'elle peut contenir des cailloux, parce que la matière organique, dans un laboratoire, c'est mesuré sur la terre fine. Il peut y avoir un peu de matière organique dans les cailloux, hein, ça existe aussi, parce que c'est poreux pour certains cailloux. Pas des silex, évidemment, mais la craie, c'est poreux, par exemple. Voilà. Et un exemple, alors chez nous, pour 2% de matière organique sur 30 cm, 4000 tonnes de terre à peu près, si on prend une densité apparente de 1,4, et ça contient 80 tonnes de matière organique à peu près. Voilà. Alors, à l'échelle de la France, une carte qui nous vient de l'INRA Infosol, qui est chargée de suivre les sols en France. Là, vous avez une échelle qui est exprimée en kilos de carbone par mètre carré. On peut traduire ça en tonnes de carbone organique par hectare en multipliant par 10 ou en multipliant par 1,72 ou 2 pratiquement en matière organique. Donc vous voyez que aussi bien ma région qui est là-haut que la vôtre qui est ici, on est quand même dans des zones où les teneurs en matière organique ou en carbone du sol sont autour dans ces eaux-là. Donc on a environ 40 à 50 tonnes de carbone organique ou à peu près presque le double de matière organique dans ces sols cultivés depuis longtemps. Voilà. Et en revanche, on aura dans les régions, alors a fortiori quand il y a de l'altitude et beaucoup de prairies, dans les régions montagneuses, ou beaucoup de prairies, beaucoup de matière organique. On va en retrouver aussi dans les Landes, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein. Il peut y avoir un matelas de matière organique qui vient du passé ancien des parcelles. Pour suivre l'évolution d'état organique du sol, c'est compliqué, parce que l'analyse de terre, il faut faire un prélèvement dans de très bonnes conditions, savoir exactement ce que l'on fait au temps T et au temps N plus X années, et pratiquer exactement de la même manière à chaque fois pour pouvoir comparer la valeur que l'on a au temps T 0 et la valeur que l'on a au temps T N plus quelques années. Ici, ça vient d'une étude qui a été faite par l'INRA de Laon. Pour répondre à la question des agriculteurs, on nous dit que nos teneurs baissent, qu'est-ce qu'il en est chez nous ? Du coup, c'est la base de données de la station agronomique de l'Aisne qui a été utilisée pour aller rechercher des parcelles et des cinétiques d'évolution du carbone dans les sols pour pouvoir répondre aux agriculteurs. Mais il y a eu, sur l'ensemble des mesures qui ont été faites et de la base de données, énormément de déchets. C'est-à-dire que les chercheurs ont pu utiliser 10% à peine de la base de données, parce que quand ils ont essayé de reproduire les cinétiques comme ça, ils sont tombés beaucoup sur des cas comme ça. C'est-à-dire des cas où il y a une disparité des points, on ne peut pas avoir une cinétique qui est très fiable. Ces cas-là étaient plus rares. Ça vient en fait de la qualité, de la façon dont les prélèvements ont été faits pour réaliser les analyses de terre qui ont donné ces points-là. Et ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression d'avoir une augmentation faramineuse de votre teneur en carbone organique du sol ou en matière organique du sol, et c'est lié à un artefact qui est lié au prélèvement. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut prélever à la bonne période, faire attention. Quand le sol vient d'être travaillé, forcément, il y a une porosité énorme et la densité apparente a énormément changé. Si vous prélevez à un moment donné, juste très peu de temps après un travail du sol, ou au moment où le sol est beaucoup plus rappuyé, eh bien, vous n'aurez pas la même masse de terre représentée par votre prélèvement. Du coup, vous ne travaillez pas du tout, vous travaillez pas sur la même masse de terre, vous ne mesurez pas la même chose. Déjà ça. Également, c'est vrai aussi pour la localisation du prélèvement dans la parcelle. La teneur en matière organique, c'est très variable au sein d'une parcelle. Et c'est plus variable spatialement au sein d'une parcelle que la variation que vous voudriez mettre en évidence dans le temps. C'est du long terme, hein, la variation de la matière organique dans un sol. Et du coup, vous faites
de grosses erreurs si vous prélevez à droite à gauche dans la parcelle, et pas de la même manière l'année T0 et l'année T plus 10. Vous ne regardez pas la même chose. Du coup, il faut, quand on veut faire du suivi, hein, ce n'est pas forcément la même chose quand on s'intéresse à l'azote ou quand on s'intéresse au PEK, parce que les parcelles ont été enrichies et homogénéisées de ce point de vue-là, mais la matière organique, c'est hérité de centaines de milliers d'années, de centaines ou de milliers d'années. Et donc c'est très variable au sein d'une parcelle, donc il faut prendre un point et s'y tenir, pour éviter les artefacts qu'on a vus. Hein, c'est ce que, oui, bon, là je viens de vous le dire. Et puis, surtout aussi, faire très attention à la profondeur de prélèvement. Oui, alors, j'ai essayé. Faire très attention à la profondeur de prélèvement, parce que justement, je vous le disais, la porosité n'étant pas forcément la même à un moment ou à un autre, si vous changez vos pratiques de travail du sol, la densité apparente va augmenter progressivement si vous supprimez le labour. Pas forcément de façon négative, parce que ça se rééquilibre autrement, mais la masse de terre que vous aurez sur 30 cm va plus être la même, va être plus importante au bout de 10 ans qu'elle ne l'était au tout départ. Donc, faire attention à la profondeur de prélèvement. Essayez de maintenir une profondeur qui est en cohérence avec votre système. Alors, un tout petit détour du côté d'autres mesures qui sont en cours de développement dans les laboratoires. La mesure du carbone organique qu'il y avait sur l'analyse tout à l'heure, c'est le carbone total. Qu'il soit actif, pas actif ou plus stable, c'est la quantité totale de carbone organique qu'il y a dans votre sol. De plus en plus, des laboratoires développent des mesures de fractionnement des matières organiques. On fait passer un échantillon sur un tamis avec un flux d'eau et on distingue comme ça des fractions différentes de la matière organique. La fraction qui est libre, grossière, qu'on voit encore à l'œil nu. Une fraction qu'on ne voit plus à l'œil nu mais qui est encore libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas attachée aux particules minérales et donc pas encore protégée. C'est la matière organique dite particulière, et puis celle qui est plus liée à la fraction minérale et qui est stabilisée par cette fraction minérale. Et il se peut que cette fraction de matière organique particulière, ce soit un très bon indicateur de l'évolution de l'état organique des sols du fait du changement de pratique par les couverts, par le travail du sol, etc. Mais pour l'instant, les laboratoires et les chercheurs sont en train de développer les référentiels qui permettront de faire de l'interprétation. Certains laboratoires, notamment, alors ça s'appelait Almatera, ça a changé de nom, à Montpellier, a assez fortement développé cette méthode. Bon, c'est juste pour la signaler. Je passe maintenant à l'aspect dynamique. J'ai essayé d'aller... Voilà. L'aspect dynamique, ça repose sur le principe de calculer ce qui rentre et ce qui sort en termes de carbone dans le sol pour essayer de faire un bilan, comme on fait un bilan comptable, et de prévoir l'évolution à long terme du carbone du sol en utilisant ce bilan. Le bilan, ça commence par se préoccuper de ce qui rentre. Qu'est-ce qui rentre dans le sol? Le carbone rentre par les résidus de culture, on l'a vu, partie aérienne, racines. On voit que de plus en plus, les racines, il faut compter avec parce que le carbone des racines est stabilisé plus facilement que le carbone des parties aériennes. Les cultures intermédiaires, on va en parler tout à l'heure, très important. Et puis les produits organiques, quand on en a à disposition, à condition de ne pas leur faire des centaines de kilomètres, évidemment, parce que d'un point de vue gaz à effet de serre, c'est pas génial. Il faut se préoccuper de savoir, alors on l'a vu, le stock de carbone organique, on en a parlé, très important, parce que c'est de là que part la minéralisation. Donc, c'est à partir de ça qu'on va être capable de calculer ce qui sort. C'est-à-dire, ce qui sort en carbone, ce qui est détruit par an, c'est le produit de ce qu'il y a, le stock, alors le stock de carbone destructible par an, c'est-à-dire actif, par un coefficient de minéralisation, une vitesse de minéralisation annuelle qui dépend du climat, qui dépend du type de sol. Plus c'est argileux ou calcaire, plus ça va être lent, plus c'est sableux, voire limon fin, plus ça va être rapide. Et puis, en partie du travail du sol, sachant que des questions autour du travail du sol, il y a beaucoup de remises en question de tout ce qu'on entend par les résultats de recherche récents. Alors, l'INRA a développé un petit modèle, un modèle simple, qui s'appelle AMG, pour le nom de ses auteurs, Andri Hulot, qui était un thésard argentin, qui est venu faire une thèse avec Bruno Marie, et puis Jérôme Guérif, qui était le directeur de la station à cette époque-là. Donc AMG, qui est un modèle qui reprend directement le principe du bilan humique, avec les entrées, le coefficient de formation d'humus actif, puis le coefficient de minéralisation,
Puis on voit bien, on représente bien la voie lente et la voie rapide, c'est-à-dire que les résidus, quand ils se débobinent dans le sol, donnent aussi une respiration et une émanation de carbone, de CO2 et d'azote minéral aussi par le même temps. Voilà, donc on a repris les principes que je viens de vous expliquer, juste pour mettre en évidence le fait qu'on s'appuie sur l'idée que le carbone est partitionné dans le sol et qu'on en tient compte pour rendre le modèle plus pertinent. Et on table sur une partie du carbone seulement, celui qui est actif, à court terme, c'est-à-dire sur 30 ans, parce que pour de matières organiques, voilà. Nous, Agrotransfert, on en a fait un outil facile à utiliser par les conseillers et les agriculteurs, en rentrant la rotation, les rendements, en donnant une indication sur comment on gère les résidus de culture, quelques pratiques de culture intermédiaire, et puis dans quel sol on est. Et on peut faire une prévision à 30 ans. Donc l'outil, il est accessible en ligne. Alors, en version démo, c'est gratuit. On peut faire les courbes que je vais vous montrer sur son système si l'on veut, en se définissant un compte démo. Voilà. Et les résultats, il y a 2 pages dans le logiciel. Une page où on entre les données, une page où on consulte les résultats. Bon, et puis il y a des pages pour faire des comparaisons aussi sur la version sous licence. Et les résultats sont exprimés sous forme de chiffres qui montrent en fait la cinétique d'évolution du stock et de la teneur. Le stock dans 0,30 cm, qui est à peu près nos profondeurs de labour, et la teneur dans la couche travaillée, ce qui veut dire que si on travaille plus que superficiellement, on va voir les effets particuliers de la concentration. Comment cet outil est utilisé par les conseillers et les agriculteurs ? Eh bien, je le disais, on définit son système de culture en décrivant la liste des cultures qui sont cultivées, mais c'est un système de culture sur lequel on se projette. Hein. On veut savoir ce que ça va donner dans 20-30 ans. Le labour, les pratiques de labour, profondeur de labour, c'est important, la pratique d'engrais verts. Et voilà, dans un système plutôt légumier en sol de limon, ce que ça donne chez nous, c'est-à-dire qu'on dégrade l'état organique du sol. Du point de vue du stock, ça baisse. On n'est déjà pas parti de très haut, on est en dessous des 40 tonnes que je vous avais indiquées tout à l'heure, hein, au départ. Et puis on baisse aussi en teneur, c'est-à-dire qu'on s'expose à des problèmes grandissants de risque de battance et d'érosion. Alors on peut essayer de trouver un autre système qui serait plus vertueux. Celui-ci, en supprimant un labour et surtout en réduisant la profondeur de labour, et vous voyez, on n'est pas allé à 15 cm, on est à 22 là encore, on a amélioré tout de suite la concentration de carbone dans l'horizon labouré. On a un petit peu amélioré aussi les choses du côté du stock en supprimant le labour, mais ça afflue peu. Une autre solution, on voudrait jouer sur le stock aussi. Ben là, on rétablit simplement, on évite de dégrader la richesse du sol en carbone organique et on rétablit le stock en apportant des produits de l'extérieur et en augmentant la fréquence des cultures intermédiaires. Mais il faut encore trouver ce produit et que ça ne coûte pas trop cher. Et puis, si on veut, on peut combiner les pratiques. Et ici, non seulement on améliore très fortement, dans le long terme, la teneur en surface, en diminuant le labour et en apportant des produits organiques. Voilà le type d'utilisation qui est fait pour le conseil. Alors, juste quand même des choses à retenir. Je vais aller vite. Sachez qu'il est bien sûr beaucoup plus difficile de maintenir ou d'enrichir un sol qui est déjà riche que de le faire pour un sol qui est pauvre. Du coup, un sol qui va partir de... Pourtant, bon, là, on est seulement à 2,2% de matière organique. Hein, c'est pas... mais voilà, on va avoir, avec un même système de culture, c'est-à-dire les mêmes entrées de carbone par les produits et par les cultures, dans un climat donné, dans un sol donné avec de l'argile, voilà, hein, rien d'autre ne change que la teneur initiale. Là. Eh bien, on va avoir tendance à dégrader, ça va continuer à se dégrader dans le cas du sol riche, alors qu'on va enrichir dans le cas d'un sol pauvre. Voilà. Également, rôle des rotations. Une rotation colza, blé, orge, où les résidus de culture vont être apportés en grande quantité finalement, parce que avec des niveaux de production très élevés, hein, le blé c'est 90-100 quintaux, l'orge c'est pas loin de 90, le colza c'est 40-45.
les rendements sont aussi associés à des quantités de résidus de culture, de biomasse végétative importants. Et si on restitue tout ça, eh bien en fait, pour un sol donné, un climat donné, etc., eh bien on va enrichir délibérément beaucoup le sol en matière organique par une rotation comme ça, ce qui ne sera pas le cas quand on introduit beaucoup de cultures qui apportent peu de résidus, en particulier la pomme de terre et les légumes. Et chez nous, il y a des zones où c'est fréquent. Alors, pour illustrer ça, mon collègue Vincent a simplement calculé les quantités apportées par an d'humus, par la restitution des résidus des différents types de cultures. Et on voit que colza, maïs et blé, paille restituée, tournesol permettent d'équilibrer finalement la destruction annuelle naturelle de la matière organique du sol, les sorties, alors qu'un certain nombre d'autres cultures, en particulier quand on exporte les pailles des céréales ou toutes ces cultures qui rapportent très très peu de matière organique par leurs résidus, ne le permettent pas. Donc j'ai insisté déjà sur l'importance des racines, sur le fait que le carbone, alors rhizodéposé, c'est-à-dire pendant la vie de la culture, ce carbone est déposé par la plante vivante, et ensuite le carbone des racines, quand la plante est morte, permet un stockage plus important que pour la même quantité de biomasse venant des parties aériennes. Également, les cultures intermédiaires, on le voit ici, si vous prenez 1 tonne ou 3 tonnes de paille enfouie, ça va apporter 0,5 tonnes, 500 kg d'humus, de carbone de l'humus, alors qu'une culture intermédiaire, alors 3 tonnes de culture intermédiaire, va apporter presque 1 tonne de carbone humifié. C'est-à-dire que le rendement en carbone de l'humus d'une culture intermédiaire, d'un engrais vert, est plus important, il est 30%, alors qu'il est de 20% pour une paille. Ça, ce sont des choses qu'on ne disait pas il y a 10 ans. C'est issu de recherches récentes. Maintenant, l'effet travail du sol, je l'ai déjà dit, il est surtout lié, quand vous supprimez le travail du sol, a fortiori, ou quand vous le rendez moins profond, c'est surtout un effet de concentration en surface, et ça protège le sol contre l'érosion, contre la battance. C'est surtout cet effet-là, beaucoup plus qu'un effet sur le stock. Le travail du sol, on va le voir. Bon, donc ici, c'est déjà le cas au travers de cette vue. Si vous voyez bien que les variations entre le non-labour permanent en bleu et le labour 1 an sur 5 ou 1 an sur 10, on a assez peu de variations au niveau du stock. En revanche, en termes de teneur, c'est là qu'on va voir les effets majeurs dans la couche travaillée, ou la couche qui ne l'est plus, qui est juste travaillée par la biologie du sol dans les quelques premiers centimètres, qui va fortement s'enrichir. Et là, on peut voir des évolutions dans un court terme. Sur 4-5 ans, là, on voit des évolutions. 5 ans, il faut quand même 5 ans, minimum. Sur les quelques premiers centimètres du sol. Sur 10 centimètres, on peut le voir aussi. Ça, c'est un essai qui a été conduit et qui a 50 ans maintenant. Bon, là, à l'époque de la diapo, il n'était pas encore arrivé au même état. C'est l'essai de Boigneville, conduit par Arvalis et suivi par l'INRA depuis des décennies, avec 3 types de travail du sol. Non-labour permanent, labour permanent et travail simplifié permanent. Donc entre le semi-direct et le labour, dans les premières décennies de l'essai, il y a un effet sur le stock qui s'est dessiné, mais qui est en train de s'amenuiser, là. Et pour finir, là c'est le point que vous avez, Boigneville est représenté sur le point que vous avez ici, par 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence de stock de carbone entre le labour permanent et le semi-direct, mais en revanche, les propriétés des sols vont être différentes parce que ça fonctionne différemment. Et juste cette diapo pour montrer quand même que sur une étude qui a été faite sur des milliers des centaines plutôt d'essais au travers le monde, que les chercheurs ont réunis et en faisant attention que ce soit bien des essais de long terme et pas de s'arrêter aux premières années où on voit des différences. Mais sur le long terme, les différences entre labour et non-labour, c'est très faible finalement. La majorité des points sont autour de 0. L'évolution du stockage de carbone du fait du non-labour, elle est plutôt proche de 0, un petit peu supérieure,
et pas si importante qu'on veut bien l'entendre. Mais l'effet du non-labour va se mesurer sur la teneur en surface et sur bien d'autres propriétés du sol. Alors, un essai maintenant qui peut vous intéresser, quatre types de systèmes de culture qui ont été observés ensemble sur la même parcelle. Un système en conventionnel, avec ce type de rotation, du labour tous les ans, une fertilisation azotée type conventionnel avec un rendement élevé de 95 quintaux pour le blé, par exemple. Un système base intrant qui joue un petit peu sur une perte de rendement, mais qui gagne sur les intrants, mais du même type en diminuant le labour. Un système d'agriculture de conservation qui est assez complexe, avec des couverts permanents, mais aussi des couverts intermédiaires à certaines périodes. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et un système biologique qui me fait la place belle à la luzerne, avec des rendements qui sont classiquement un peu moindres par rapport au conventionnel. En matière de stockage de carbone, on s'aperçoit que dans ces trois systèmes, c'est bien les systèmes en agriculture-conservation et en agriculture biologique qui permettent de stocker du carbone sur le long terme. Et ce stockage, il n'est pas lié spécifiquement à l'arrêt du travail du sol, mais vraiment à ce qui se passe dans les entrées de carbone, et notamment par les couverts. Ce sont les couverts qui sont les éléments très vertueux de ces systèmes. Et en particulier la luzerne dans le système bio. Et la vitesse de minéralisation, qui a été mesurée par les chercheurs, ne varie pas beaucoup entre les différents systèmes. Et ici, vous avez un graphique qui représente les entrées de carbone du fait des cultures principales, donc en violet, les cultures de vente, du fait de la luzerne en vert foncé, du fait des cultures intermédiaires, couverts intermédiaires en vert clair, et du fait des couverts permanents en jaune. Et puis de l'apport de produits organiques, c'était du fumier, je pense. Voilà, ou un compost en tout cas. Et puis du côté azote, voilà ce que ça donne dans les quatre systèmes. Donc en particulier, on voit l'effet de la fixation symbiotique très importante dans le système d'agriculture de conservation qui fait appel à de la luzerne en couvert permanent, et puis en bio aussi, des deux côtés, les entrées d'azote, qui vont servir ensuite à être des sorties pour les plantes dans le système à long terme, sont renforcées par ces systèmes-là, d'où leur intérêt. Je ne peux pas entrer dans les détails. Alors, je vais terminer, je suis en retard, mais je vais quand même terminer là-dessus. Comment interpréter les sorties des simulations ? Qu'est-ce que c'est que la bonne teneur en matière organique ? Tout de suite, je vais vous dire, il n'y en a pas une bonne. C'est celle qui va correspondre à vos objectifs. C'est d'abord ça. Et c'est pour ça, donc voilà, quand on a des courbes comme ça, finalement, qu'est-ce qui est bien ? Déjà, il faut chercher à ne pas dégrader. Donc, chercher à faire en sorte que ces courbes-là, au minimum, elles soient équilibrées. Qu'on soit au moins plat, et si possible, augmenté. Mais si ça ne coûte pas trop cher, mais au moins plat. On a vu qu'on pouvait s'intéresser à avoir des objectifs de maintien d'une teneur en surface qui soit suffisante pour lutter contre les risques de battance, de stabilité structurale, lutte contre l'érosion. Également, ça peut jouer dans le bon sens pour le compactage et puis pour la travaillabilité. On peut rechercher aussi de garder un bon stock, donc une quantité de matière organique, et ça, c'est pour avoir sur le long terme des émissions d'azote minéral qui à partir de la minéralisation de la matière organique, un fond de minéralisation, et vous qui êtes en agriculture biologique, c'est particulièrement important de maintenir ce fond de minéralisation. Ce n'est pas toujours suffisant pour obtenir des rendements à court terme, mais c'est nécessaire. Et puis, c'est aussi le constituant du... Quentin l'a montré au tout début, voilà, c'est le constituant du complexe argilo-humique qui est au centre de la fertilité du sol et qui est aussi important pour le maintien des réserves en éléments minéraux autres, en phosphore c'est particulier, mais des cations notamment. Et puis, pour la rétention d'eau, et bon, la séquestration de carbone, c'est une... voilà, c'est intéressant pour la planète. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est un exemple qui montre la différence entre un blé dans une terre bien fertilisée pendant très longtemps en matière organique et une terre qui l'était moins. Pour insister sur le dernier point, on s'attend aussi à un effet flux de carbone, flux d'azote, lié à la décomposition des matières organiques fraîches. Et ça, c'est du court terme.
hein, et c'est illustré ici par des photos qui ont été prises par un des conseillers spécialistes d'agriculture biologique dans l'Oise, Gilles Salito. Vous voyez, les deux champs sont contigus. Hein. Le champ de maïs qui est bien vert et le champ de maïs qui est là plus jaune sont contigus. Et dans un cas, la différence entre les deux, c'est qu'il y a eu un couvert de vesse sous ce maïs-là et qu'il n'y en a pas sous l'autre. Et c'est bien la décomposition de la vesse et la mise à disposition d'azote, alors à relativement court terme pour ce maïs, dans le cas qui est à droite, qui explique la couleur verte du maïs, c'est-à-dire sa bonne santé azotée, on va dire. Voilà. Et certainement le rendement derrière. Autre effet aussi sur la stabilité structurale, ça c'est le fait qu'on ait une matière organique fraîche en décomposition qui crée la libération dans le milieu de polysaccharides, on peut dire que c'est une sorte de colle naturelle, qui va transitoirement améliorer la stabilité structurale. Donc des travaux qui nous intéresseraient bien, Claire Chenu et moi, ça fait quelques années qu'elle me demande qu'on monte un projet ensemble là-dessus, c'est voir dans des conditions réelles de vos parcelles agricoles comment on doit positionner le retour au sol des résidus organiques par rapport à l'implantation d'une culture qui va laisser le sol nu pendant un petit peu de temps quand même, pour laisser le temps à ce que ce pic-là de stabilité structurale lié à la libération de ces cols dans le sol soit là au bon moment, et ensuite imaginer que la culture va prendre le relais et couvrir le sol et le protéger. Donc protéger le sol par une meilleure stabilité structurale tant qu'il est encore majoritairement nu, et ensuite que ce soit la culture qui protège le sol. Mais ça, c'est pas donné. Quelle date de semis, quelle date de destruction, etc. Et c'est pas... Voilà, ça reste à... Et je termine sur ces deux diapos. Selon la bonne teneur ou le bon état organique du sol, ça dépend des objectifs. Un objectif de stabilité structurale, on va chercher à avoir une teneur satisfaisante, à ne pas dégrader en tout cas la teneur en matière organique du sol, et à jouer sur les flux de matière organique fraîche pour l'augmentation de la stabilité structurale du fait des cols naturels. Pour un objectif de fourniture d'azote, on va compter sur le stock et sur le flux, mais vous l'avez bien remarqué, en fait, tout ça, ça marche ensemble. Donc il n'y a pas d'antinomie. Et si on raisonne court terme, long terme, chiffre d'affaires, et c'est important aussi, il faut gagner sa vie, fournir de l'azote aux cultures, c'est important, en particulier en bio, puisque c'est un des facteurs limitants majeurs, mais ne pas oublier de nourrir le capital sur le long terme, parce que ça nourrit aussi toutes les plantes. Donc j'avais fait... on pourrait y revenir dans la discussion sur le 4 pour 1000, mais voilà, tout simplement. J'étais un peu longue, je prie de m'excuser.